cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Mesdames et messieurs, bon après-midi, nous sommes sur ESAE Télévision, c'est le décryptage de l'actualité internationale. Cet après-midi, il est de nouveau parmi nous, il s'agit de Hamzat Abdoulaye. Bonsoir Hamzat. Bonsoir. Ça fait une éternité. Je pense qu'on est là pour ça. Je crois que le mois de décembre, c'est vraiment un mois de miracle, hein, parce que ça fait quoi, près de 3 mois que... Effectivement, plus 3 même. mois pour moi, c'est 3 ans. Voilà, 3 ans. En face d'Hamzat, Martial à côté. Bonsoir Martial. Bonsoir Tatiana. Ça s'est bien passé la COGED? Justement, ça s'est très bien passé. Je suis ravi d'être encore sur ce plateau et d'être devant M. Hamzat. Alors cet après-midi, nous irons au Congo démocratique, en France, et nous allons terminer par la Syrie. Actualité oblige, du côté du Congo démocratique, défense de la Constitution, Moïse Katumbi et Martin Fayou entendent faire un front commun. Après les législatives, le flop qu'a connu l'opposition et la présidentielle de 2023, Moïse Katumbi et Martin Fayou, les deux opposants, se sont rencontrés, Hamzat. Oui, c'est une rencontre qui, pour moi, sera décisive par rapport à l'avenir politique et surtout par rapport à la couleur de l'opposition. Il faut noter que l'opposition congolaise est une opposition divisée sur plusieurs points que je juge parfois inutiles parce qu'en matière politique, il est importantissime, surtout quand vous êtes une opposition, d'avoir une cohésion, d'avoir une colonne vertébrale sur laquelle il faut s'axer pour aller faire front contre le pouvoir. Et je pense que ça a été la stratégie de l'échec développée par cette opposition qui les a conduits à la débâcle lors des élections présidentielles et accentuée avec les élections législatives. Et je pense que face à une opposition en perdition, il est important que les forces qui font figure de proue puissent se rencontrer, discuter. Alors ici, il s'agit de discuter par rapport à ce qui les unit. Il s'agit de la question de la Constitution, mise sur la table par le président Félix Tshisekedi pour plusieurs raisons. Alors, moi, je ne veux pas faire de l'amalgame sur ce plateau en donnant raison aux opposants ou en donnant tort à Félix Tshisekedi. Ce qui est certain, c'est que en développant les propos de Félix Tshisekedi, 2 points ressortent. Le premier point, c'est que la constitution congolaise est une constitution mal ficelée et surtout ficelé loin des Congolais eux-mêmes et loin des réalités congolaises. Ça, c'est le premier point développé par Félix Tshisekedi. Ça, c'est un point qui peut bien entendu être écouté par les uns et les autres. Le deuxième point soulevé par Félix Tshisekedi, c'est que cette constitution doit s'adapter aux réalités actuelles que traverse la sociologie congolaise, la politique congolaise et même la géopolitique. Cette sociologie, nous le savons, tout est marqué par le pays qui est coupé en deux, la guerre au nord Kivu et au sud Kivu. Le pays est fragmenté en plusieurs morceaux entre le nord, entre ces régions qui auparavant se voulaient sécessionnistes, ça n'a pas cessé pour autant, et surtout avec ce conflit géopolitique avec le Rwanda. Exactement, avec le Rwanda qui a des répercussions, je vais dire, géopolitiques et géostratégiques avec des puissances extérieures et étrangères. Donc, je pense que, eu égard à ces 2 arguments présentés par Tshisekedi, on peut se dire, oui, une constitution, parfois, elle n'est pas éternelle. Les constitutions doivent s'adapter aux réalités des populations, aux réalités sociologiques, aux réalités géopolitiques et géostratégiques, mais surtout aux réalités
politique. D'accord. Et eu égard à tout ce champ clivant au sein de la RDC, moi, je ne donnerai pas blanc-seing à Félix Tshisekedi, mais je pense que les opposants sont en train de naviguer aussi dans une zone trouble, dans la mesure où ils se saisissent d'une question, la question du troisième mandat, comme motif suffisant pour battre campagne contre cette révision de la Constitution. Alors, on est encore loin, je finis là-dessus, on est encore très loin d'une révision de la Constitution. Ce qu'a annoncé le chef de l'État congolais de la RDC, c'est beaucoup plus la mise en place d'une commission qui va réfléchir par rapport à la praticabilité d'une révision de la Constitution et surtout par rapport aux points positifs qu'une telle révision pourrait apporter. Et précisons une chose très importante, c'est que la Constitution elle-même a prévu les dispositions de sa propre révision. D'accord. Et dans ce sens bien précis, je ne pense pas que Félix Tshisekedi aura le courage d'aborder la révision du troisième mandat ou de toucher la loi sur le troisième mandat, parce que c'est bien clair que le président élu ne peut qu'être réélu qu'une seule fois. Et l'histoire nous enseigne également... On va permettre à Martial aussi de répondre, parce que vous n'êtes pas tout seul, ouais, c'est ça, hein, quand on fait plusieurs mois, on ne vient pas sur d'écouter, c'est le résultat que ça donne. C'est le rattrapage. Ah, c'est le rattrapage, justement. Alors, je me retourne vers vous, Martial. Alors, pour cette première rencontre de ces deux opposants, ils ont choisi Guéval en Belgique. Alors, moi, ma question, c'est de savoir, pourquoi toujours la Belgique ? Mais vous savez, les relations internationales, les relations entre les acteurs politiques internationaux ou même nationaux sont marquées par des symboles. Donc, à chaque fois qu'un acteur pose un acte sur la scène internationale, c'est un acte symbolique dont il faut déduire les explications, les significations. Vous savez, à Belgique a été formé le mouvement pour aller contre Joseph Kabila et exiger son départ. Et donc, le fait que cette opposition se réunisse encore une fois à Belgique, c'est pour lancer le signal à Félix Tshisekedi que tel que le mouvement a été réuni et a atteint ses objectifs, a permis à Joseph, a obligé du moins Joseph Kabila... Joseph n'est pas Félix. Non, Félix n'est pas Joseph, pardon. Justement, mais vous savez, l'histoire a tendance à se répéter et donc en se fondant, en partant sur ce principe, donc on veut essayer de faire parvenir l'information à Félix Tshisekedi. Donc ce n'est rien d'autre qu'un symbole et un message à l'endroit de la communauté internationale et à l'endroit de Félix Tshisekedi lui-même. Maintenant, pour ce qui est peut-être des résultats ou de la pertinence de ce que ces deux opposants se rencontrent, moi je ne trouve pas dans cette rencontre quelque chose d'assez important qui puisse vraiment réunir ces deux opposants. On a parlé de rencontre symbolique, à moi de te demander, est-ce qu'il n'était vraiment pas temps qu'ils puissent quand même se rencontrer après le flop qu'on a connu lors de la présidentielle et des dernières législatives? Vous savez, pendant la présidentielle et même pendant les élections législatives, il y a eu plusieurs appels pour que ces opposants-là puissent se mettre ensemble et faire front à Félix Tshisekedi, étant donné qu'ils n'étaient pas d'accord avec Félix Tshisekedi sur un certain nombre de points qui auraient pu les rassembler. Mais on a constaté, c'est une caractéristique essentielle dans la plupart des pays africains et de la République démocratique du Congo particulièrement, pour ce qui est de l'opposition, d'être vraiment divisée. Et donc, malgré ces péripéties liées à l'élection présidentielle, aux législatives, avec la débâcle que l'on a pu observer dans le camp de l'opposition, ces acteurs de l'opposition n'ont pas en aucun cas eu la facilité de se rapprocher. Et moi, je pense que cette question de révision évoquée par le président Félix Tshisekedi, ce qui reste un long processus dont on peut parler après, ne va pas forcément réunir ces deux acteurs-là que nous sommes en train de voir, Martin Fayulu et Moïse Katumbi, deux acteurs majeurs de la scène internationale. Dans le fond, ça ne change pas quelque chose. J'ai l'impression que ces deux parties se réunissent pour faire... Pour susciter leur retour médiatique sur la scène politique congolaise, parce qu'il y a eu un silence jusque-là. Et puis, Félix Tshisekedi lui a donné les moyens
de faire leur entrée. Alors justement, nous savons que les deux hommes ne se font pas confiance, mais alors comment feront-ils pour faire plier Félix Tshisekedi comme ils l'ont fait avec Joseph Kabila? Moi, je pense pas qu'il y a grande chose à faire en réalité, parce que quand vous avez été battu, pas une fois, mais 2 fois aux élections présidentielles, ensuite aux élections législatives, je pense qu'il y a un problème de stratégie qui est propre à tous ces acteurs de l'opposition congolaise. Je pense que dans un premier temps, ils ont voulu s'agglutiner à Joseph Tshisekedi durant son premier mandat en essayant de glaner un tant soit peu les joutes du pouvoir. Ouais. Mais ils se sont réveillés un peu tard, juste avant le deuxième mandat, juste avant les élections présidentielles. Et partir en rang dispersé les a beaucoup desservis. Fragilisés, hein. Absolument. Donc aujourd'hui, pour moi, je trouve que... alors, certes, ils se sont réunis sur un sujet clé, c'est non à un troisième mandat, ce qui pour moi semble d'ailleurs farfelu. Bon, j'ose mettre les termes sur les mots exactement parce que ça semble vraiment pour moi farfelu. La révision de la Constitution... Vous voulez dire que c'est un prétexte? Oui, pour moi, c'est un prétexte qui n'a même pas lieu d'être dans la mesure où la révision doit toujours être soumise à un référendum. Donc, c'est à la population de décider si, oui ou non, il faut réviser la Constitution. Ensuite, en parlant de révision, il y a des articles qui sont jugés, des articles clés qui ne peuvent pas bouger. Et il s'agit de cette question du troisième mandat, d'ailleurs, qui fait partie de ces lignes qu'on ne peut pas... Les lignes rouges, hein. Exactement. Donc, je trouve pour moi que ce motif est un motif farfelu pour faire bonne presse. Mais ça, c'est pas de la stratégie politique. Et moi, je pense foncièrement que Moïse Katumbi aurait pu faire mieux. Il a les moyens de faire mieux. Il a les moyens d'avoir de l'impact sur le terrain social au Congo. Il a les moyens d'avoir de l'impact sur le terrain politique également. Mais faire le jeu de la chaise vide, je pense que ça ne gagne pas, enfin, ça ne fait pas rentabiliser les politiques. La deuxième chose, c'est que cette rencontre pourrait être, selon moi, peut-être une préparation par rapport à l'après. Est-ce qu'on va être dans une opposition désormais réunie? Est-ce qu'on va, au lieu d'avoir deux têtes, avoir... Vous qui êtes expert en relations internationales, est-ce que vous voyez cette opposition congolaise-là parler, même là, des années à venir? Oui, ça dépend. Parce qu'on a toujours cette expérience-là. Absolument, ça dépendra vraiment de la vision de ces deux. Parce qu'on sait que l'opposition, elle est divisée, mais ces deux peuvent, à eux seuls, je pense, réunir toute l'opposition. Mais la guerre des égos est toujours dans le cœur des Congolais. Et je pense que la guerre commence même au sein des régions, au sein de la disparité entre les régions, au sein même de l'affirmation entre les régions. Et je pense que une fois au sommet, ça transparaît. Je pense que pour y arriver, il est importantissime que ces deux puissent véritablement faire le combat ensemble et sans pourtant perdre le temps par rapport à des choses qui n'avantagent pas un tant soit peu leur cause. Et pour finir là-dessus, je trouve que Joseph Tshisekedi aujourd'hui, il est devenu un animal politique. Il a parfois 2 à 3 coups d'avance sur tous ses adversaires. Et je pense que ça va être véritablement le véritable défi des opposants. Comment faire pour inverser la tendance? Comment faire pour mettre en place des stratégies politiques capables d'inverser cette popularité, même si elle est factice ou fictive, de Joseph Tshisekedi. Alors aujourd'hui, on constate que pas seulement au niveau de l'opposition, de plus en plus au niveau de la vie politique congolaise, de l'arène politique, des voix s'élèvent contre cette probable révision de la Constitution, pas seulement au niveau de la mouvance, je l'ai dit, on a également au niveau de la société civile et également au niveau de la mouvance où nous avons Jean-Pierre Bemba qui est quand même l'un des classiques du pouvoir qui n'épouse pas tout de go cette idée. Alors, Félix Tshisekedi devrait-il craindre le danger venant de la mouvance?
Savoir si Félix Tshisekedi devait craindre le danger venant de la mouvance. Comme vous l'avez dit, il y a des gens de la mouvance qui ont déjà exprimé leur désaccord par rapport à cette probable modification de la Constitution. Donc, ce qui devrait très rapidement attirer l'attention du président. Parce que si l'opposition semble se réunir, je veux dire bien, semble se réunir pour faire front à cela, l'ancien président également, Joseph Kabila également, dénonce cette probable révision de la Constitution. Vous avez déjà devant vous deux camps très bien, qui sont très bien outillés pour vous affronter sur ce terrain. Et la moindre des choses qu'on puisse attendre, c'est que vous soyez soudés au sein de vous. Mais si à l'intérieur de vous, il y a déjà des problèmes de division quant à ce projet de révision de la Constitution, eh bien, il y a des raisons pour Félix Tshisekedi de s'inquiéter. Et là, la question que moi je me pose, c'est de savoir si Félix Tshisekedi a vraiment cette intention, cette envie de modifier la Constitution. Est-ce que c'est le moment opportun? Parce que le problème, le pays traverse déjà une crise sociale assez grave. Sans précédent. Voilà, sans précédent, et on n'a pas le contrôle de tout le territoire. Et si le fait de mettre sur le tapis la révision de la Constitution devrait créer des différences de part et d'autre et fracturer davantage la communauté congolaise que cela l'est déjà, il ne faut pas perdre de vue qu'il y a l'autre voisin également il y a des gens qui ne manqueraient pas l'occasion pour profiter de cette division. Et donc on se demande si Félix Tshisekedi, est-ce que il a envie de faire parler la République démocratique du Congo, ou si évidemment ce qu'il entreprend de faire, c'est du sérieux. Il faut dire déjà, j'ai l'impression qu'il semble être en campagne encore, parce que vous savez, il y a de cela, pendant les campagnes où il a dit que si une fois élu qu'il allait déclarer la guerre au Rwanda, cette manière de sortir la question de révision de la Constitution, qui de mon point de vue n'est pas du tout opportun. Vous voulez dire qu'il a sorti ça de nulle part dans son chapeau, c'est ça? Moi, je pense que c'est quelque chose de ce genre, parce que rien, en fait, c'est vrai que M. Hamzat a évoqué des points que Félix Tshisekedi a évoqués. La Constitution ne doit pas être quelque chose de tangible, de figé. Avec le temps, on peut connaître il faut connaître des évolutions. Et puis, c'est une Constitution, comme Félix Tshisekedi l'a évoqué, qui est venue de loin, et auxquels les Congolais n'étaient pas associés. Voilà, exactement. Les Congolais n'étaient pas associés. C'est des raisons valables pour pouvoir modifier la Constitution sur certains points. Mais est-ce que c'est le moment? Alors, justement, je me retourne vers vous. On parlera toujours de Jean-Pierre Bemba, qui lui estime que à ce moment, on ne peut pas encore parler de révision, mais plutôt de changement de constitution. Est-ce que ce leader politique n'est pas en train de chercher de courir, comme on dit, dans la tête des Congolais? Ou alors pour lui, révision et changement, c'est pas le même lexique? Oui, je pense que les experts en droit vont nous confirmer. Révision et changement ne me semblent pas les mêmes choses, effectivement. Et moi, je suis très prudent par rapport à cette question de révision de la Constitution au Congo. Je l'essaie de souligner en mentionnant les avantages de cette révision, ou plutôt les carences de cette Constitution. Il y a quelques années, l'ancien président Kabila avait essayé de réviser cette Constitution sans succès, mais ce n'était pas pour les mêmes motifs, c'était beaucoup plus pour toucher à ce fameux troisième mandat. Et précédemment, il y avait eu une révision, je pense en 2011, qui était une révision avec succès, puisque cela touchait sur la question du deuxième tour aux élections, puisqu'avant 2011, c'était à un tour. Auparavant, c'était à 2 tours. Oui, après cette révision a ramené à 1 tour. Exactement. Donc, je pense que les Congolais savent très bien ce qui les arrange et ce qui les dérange. Et il s'agit beaucoup plus de ça. Aujourd'hui, les hommes politiques congolais extrapolent la question et veulent prendre la parole au-dessus de la tête de ces Congolais qui ont le dernier mot. Et je le répète, il ne peut pas avoir de révision de la Constitution sans
sont deux conditions. C'est l'une ou l'autre, soit un référendum, soit un vote à l'Assemblée au 3/5. Et si ces conditions ne sont pas remplies, évidemment, on ne peut pas parler de révision. Mais avant une révision, il faut que cette commission soit mise en place et que cette commission décèle effectivement les articles qu'il faut retoiletter. Et on est d'accord là-dessus qu'il y a des articles qui ne peuvent pas être bougés ou déboulonnés. Et ça, on est assez clair là-dessus. Je ne vois pas pourquoi l'opposition change de combat ou se trompe de combat. Et j'aimerais vraiment préciser un point important. Autant l'opposition que le parti au pouvoir se trompent essentiellement de combat. Joseph Tshisekedi a été élu... Félix Tshisekedi a été élu, parce que Joseph Kabila revient tout le temps dans nos esprits, mais Félix a vraiment été élu, non pas parce qu'il avait un véritable projet politique, mais parce qu'il avait un narratif de va-t-en-guerre contre le Rwanda voisin. C'est ça qui a beaucoup plus accentué sa popularité au sein des couches congolaises. Bien entendu, il a mis en place aussi une stratégie qui consistait à mettre les têtes fortes issues des régions tout de même importantes autour de lui, à les fédérer autour de lui, comme JP Bemba par exemple. Ça aussi, ça a joué absolument pour sa réélection. Mais le véritable problème des Congolais, c'est bien entendu l'insécurité alimentaire. L'insécurité alimentaire, absolument aucun politique aujourd'hui n'en fait un sujet clé. Le deuxième sujet qui inquiète les Congolais, c'est la question de la crise sociale qui est associée au taux de chômage élevé des jeunes. On sait que la population congolaise est une population très jeune et cette jeunesse est en déperdition totale et abandonnée. Et les politiques, malheureusement, ne trouvent pas de solution à ces jeunes Congolais. Et le dernier point sur lequel les Congolais attendent une action de l'État, c'est la question de la corruption. On sait que les députés, même au sein du camp présidentiel, ont parfois cédé au chant des sirènes en acceptant ces fameux jeeps, vous vous en rappelez, contre des votes au sein de l'Assemblée nationale. Donc, ça démontre à quel point la corruption, le népotisme, la gabegie sont ancrés au sein même de l'échiquier politique. Et ça gangrène l'évolution d'un État. Et enfin, la question, bien entendu, de ces multiples crises, parce que la crise qui est en lumière, c'est celle au Nord Kivu. Mais on ne doit pas oublier que le Congo a traversé deux grandes guerres. À un moment, on parlait de la première grande guerre au Congo, mais la guerre ne s'est jamais arrêtée. Donc, la question sécuritaire est une question permanente et perpétuelle dans la tête des Congolais. Qu'offrent aujourd'hui les opposants comme proposition face à ce qui se passe par rapport à ce danger sécuritaire? Absolument rien du tout, si ce n'est que le débat rhétorique ou la rhétorique politique. Et ce qui est encore plus dramatique, c'est que le pouvoir aussi ne propose pas quelque chose de pérenne en ce sens où les Congolais peuvent se dire dans 5 ans, cette crise sera résolue. Absolument rien du tout, et c'est ça qui devrait nous inquiéter par rapport à ce pouvoir qui gonfle des muscles alors qu'au fond, il est très très faible. Alors, vous parlez d'inquiétude, je me retourne vers vous. Tout à l'heure, vous avez parlé de Joseph Kabila. Ce week-end, c'était l'une des rares fois où on a vu Joseph Kabila dans un groupement, dans une rencontre, alors même que depuis son départ au pouvoir, on ne l'a presque pas vu. Alors, entre ce qui s'est passé, la rencontre qui a eu lieu du côté de la Belgique et la rencontre tenue par Joseph Kabila et ses alliés du côté de Kinshasa, est-ce qu'un vent de contestation serait-il en gestation du côté de King Label? Bien, il faut dire que est-ce qu'un vent de contestation serait-il en mesure de... En fait, serait-elle en préparation? Moi, je pense que c'est possible, mais dans le fond, la contestation va se baser sur quoi essentiellement? Changement.
un élément qui ne compte pas pour les Congolais. Et M. Hamzat venait de le préciser, c'est quelque chose d'important. Est-ce que ce qui va réunir l'opposition aujourd'hui, ce serait la question d'une probable révision de la Constitution et qu'est-ce qui intéresse davantage? C'est le fait qu'il y ait un troisième mandat, alors que moi-même, je trouve que cette question du troisième mandat n'est pas du tout à évoqué. Et donc aujourd'hui, la contestation venant de l'opposition, venant de l'ancien président Joseph Kabila, ne va pas se baser sur quelque chose de fondamental. Et une fois que cela ne va pas se baser sur quelque chose de fondamental, c'est déjà perdu dès le départ. Et donc, une fois que cela est perdu dès le départ, avec quoi est-ce qu'il faut se tourner concrètement? Si cette opposition, s'il doit y avoir un front d'opposition face à Félix Tshisekedi, je pense que l'opposition, on ne va pas reprocher cela, l'opposition c'est bienvenu, mais il faut que l'opposition pense aux questions qui préoccupent effectivement les Congolais, à savoir la question de la crise sociale, la question sécuritaire qui les préoccupe davantage. Et comme je le disais, et M. Hamzat également l'a évoqué, c'est le discours va-t-en-guerre qui a mobilisé, qui a galvanisé le bétail électoral en République démocratique du Congo et qui a confié ce mandat encore une fois de plus à Félix Tshisekedi. Et si les opposants devraient le comprendre, ils doivent savoir, mais il faut commencer à agir sur ce point. Il faut commencer à se demander, mais Félix Tshisekedi, qu'est-ce qu'il propose concrètement quand il a dit aux Congolais, bien voilà, je vais assurer la sécurité, je vais aller en guerre contre le Rwanda. Et puis, si l'opposition arrive à asser sa stratégie sur cette question, je pense qu'ils ont beaucoup plus de chances de réussir à constituer un véritable front face à Félix Tshisekedi. Et je pense que cela pourrait leur permettre de se réunir davantage que des questions probables de révision de la Constitution pour un troisième mandat. Certes que l'inquiétude, c'est normal quand on est politique, quand on est opposant et que vous voyez votre adversaire entreprendre de réviser la Constitution. En Afrique, on a vu très souvent quand on parle de révision de la Constitution, la première des choses à laquelle on pense, eh bien, c'est le mandat, on veut rester au pouvoir. Donc, cette inquiétude, c'est une inquiétude qu'on peut comprendre venant de la part de ses opposants, mais que ceux-ci trouvent le moyen de s'attaquer au véritable problème. D'une rencontre à une autre, là, nous nous rendons du côté de Paris, réouverture de Notre-Dame, Macron réunit Trump et Zelensky. Première visite du président élu américain Donald Trump, c'était du côté de Paris le week-end écoulé. Une photo pour l'histoire. Oui, Notre-Dame de Paris, pour moi, enfin, l'image qui me vient en tête, c'est Victor Hugo avec Quasimodo. Mais c'est qui le Quasimodo de l'histoire? Il faudrait voir qui est le bossu dans l'histoire. Je pense que c'est une rencontre tout de même qui amorce une nouvelle ère au sein des relations internationales, une nouvelle ère également entre les relations entre la France et les États-Unis, et enfin une nouvelle ère entre les relations des États-Unis avec le monde dans son ensemble. Exactement. Et même si les images sont très fortes, cela montre bien entendu que la France continue de jouer un rôle important, un rôle stratégique dans ce qu'est l'équilibre dans le monde et dans ce que sont également les relations internationales. On ne peut pas oublier le rôle que joue ou qu'essaie de jouer la France au sein des relations internationales. L'élection de Donald Trump également précédemment montre que la Grande Amérique, elle n'est pas morte, elle a toujours son mot à dire, et même quand l'Amérique n'a pas de mot à dire, sa présence compte énormément. Et c'est l'interprétation que je fais de ces images, une Amérique peut-être de retour, et sa voix et même son silence vont compter énormément les 4 prochaines années. Macron connaît des braises chez lui, mais il a fait un coup de maître, comme dirait l'autre, réunir sur un même endroit Donald Trump et Zelensky. Est-ce que ça annonce quelque chose de potable ou alors ça annonce quelque chose où l'Ukraine devrait avoir peur?
Est-ce qu'il faut dire que l'Ukraine devrait avoir peur? L'Ukraine a peur, c'est une Non, on certitude. continue de mettre de vrai parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain. Ah oui, ça c'est sûr. Ce que je dirais par rapport à cette image, comme je l'avais déjà précédemment dit, tout est question de symbole dans les relations internationales. Et une fois de plus encore, cette image que l'on a pu observer est quelque chose qu'il faut saluer en termes de diplomatie venant de la part de la France, qui, quand bien même à l'intérieur, Le froid. a suffisamment chaud, mais qui essaie de maintenir l'image, de maintenir son équilibre et sa diplomatie sur la scène internationale, quelque chose qu'il faut forcément saluer. Qu'est-ce qu'il faut dire d'autre? C'est que en ce moment, toutes les rencontres, toutes les réunions et toutes les occasions sont propices pour négocier, pour discuter des questions qui semblent diviser les différents acteurs pour ce qui est du conflit en Ukraine ou qui semblent semer de la confusion. Et donc, je pense que Emmanuel Macron a bien fait de rassembler Zelensky, qui a besoin effectivement d'une certaine garantie, si je peux le dire ainsi, en fait, de certaines garanties sur des points donnés essentiels pour savoir comment est-ce que ce conflit va finalement se terminer. Et Zelensky ne cesse de dire quelque chose depuis la réélection de Donald Trump. C'est une paix juste. Une paix juste, c'est quoi une paix juste pour Zelensky? Une paix juste... Retrouver ses territoires, par exemple. Oui, retrouver ses territoires. En fait, il est déjà sûr qu'il ne pourrait plus avoir l'entièreté des territoires qu'il a perdus, mais il faudrait quand même d'une manière ou d'une autre amoindrir le choc. Et il est important de discuter directement avec Donald Trump sur ce que peut être cette paix juste. Et puis cela est quelque chose à féliciter. Maintenant, il faut savoir si cela va avoir des effets concrètement. Donald Trump n'a laissé transparaître aucune émotion. Voilà, aucune mais après, émotion. il a tweeté, comme toujours. Voilà. Mais Donald Trump, il faut savoir que c'est un acteur avec qui il faut être prudent. Du jour au lendemain, un simple tweet peut balancer la donne. Alors justement, comment vous, en tant qu'expert en relations internationales, interprétez-vous ou même analysez-vous ce coup diplomatique d'Emmanuel Macron, hein? Est-ce que vous croyez que c'est déjà une façon pour Emmanuel Macron de préparer son après-Élysée? Parce qu'on le voit, il est très actif, il est sur tous les plans. Donc peut-être qu'après l'Élysée, le gars ne voudrait pas qu'on le mette dans le tiroir de l'oubli. Non, je pense que pour l'après, il ne faut même pas s'inquiéter de son avenir. Je pense que quand vous observez les anciens présidents français, après leur mandat, même quand il s'agit des présidents qui ont fait des mandats uniques comme Nicolas Sarkozy ou François Hollande, ils arrivent à se réinventer, que ce soit politiquement ou sur l'échiquier international. Les Français ont toujours eu cette aptitude de préparer l'après. Mais pour revenir au fond de la question, il s'agit ici de la diplomatie et des relations internationales, de la place de la France dans le monde des relations internationales. Je disais tout à l'heure que oui, c'est un grand coup pour la France et je suis d'accord avec Martial par rapport à ce qu'il vient de développer. Mais je fais partie des analystes qui pensent que sur le monde diplomatique, la France a perdu de sa superbe depuis une date, février 2003. Février 2003, c'était le discours de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Dominique de Villepin, à l'ONU, qui faisait véritablement un discours contre l'intervention débridée qu'annonçait George Bush en Irak à l'époque. Et malheureusement, il n'avait pas été entendu. En ce moment, la France avait encore de la verve diplomatique. Mais après ça, je pense qu'on est allé dans l'autre sens. Il y a eu de l'intervention un peu partout dans le monde, en Afrique en particulier, au Moyen-Orient, en Syrie dans un premier temps, où Obama essaie quand même de freiner les choses, mais finalement la France est intervenue quand même en Syrie à l'époque. Dans le Sahel, n'en parlons plus. Et aujourd'hui, je pense que cette diplomatie française est obligée de se réinventer, est obligée de s'adapter aux changements et aux réalités des peuples endogènes. Et c'est surtout de ça qu'il est question. Par rapport à la question de l'Ukraine, la France est un pays de l'Europe. Et évidemment, en tant que pays européen,
avec un passé aussi lié à la guerre, surtout la Deuxième Guerre mondiale, où la France a subi énormément de pertes et de dégâts. Je trouve que leur position est compréhensible. Il s'agit d'obtenir assez rapidement une paix juste, mais exactement. Bon, bien entendu, la paix passe par le chemin du cessez-le-feu, mais une paix surtout qui n'entrave pas l'intérêt de l'Europe. C'est de ça qu'il est question. Si Donald Trump estime que la guerre en Europe n'est pas son problème ou que pour continuer à soutenir les interventions au sein de cette organisation transatlantique de l'OTAN, il faudrait que tout le monde puisse payer sans aucun état d'âme. Je pense que on peut comprendre cette posture, mais l'Ukraine aujourd'hui joue sa survie aussi. Zelensky également joue sa survie politique. Et je trouve que les prochaines semaines, les prochains mois qui arrivent seront très difficiles pour l'Ukraine, difficiles également pour l'Europe, mais j'ose croire que... Les jours ne seront pas difficiles pour la Russie? Non, je pense que la Russie a déjà subi les plus grosses défaites ou dommages en matière de perte en vies humaines, de perte d'infrastructures et en matière aussi de perte de la côte internationale. La Russie a subi énormément de choses par rapport à ces gens, par rapport à ces points-là. Mais je trouve que nous sommes à un point où il faut calmer les choses parce que une guerre ne peut pas être éternelle. Même la Deuxième Guerre mondiale, malgré les énormes pertes qu'elle a causées, a eu un terme. La guerre froide aussi il ne faudrait pas que le terme guerre froide nous trompe, c'était une guerre sanglante qui a occasionné environ 35 à 40 millions de morts. Donc je pense que même la guerre froide à un moment s'est arrêtée. Donc il est important pour l'équilibre du monde, pas de l'Europe, mais du monde, il est important que cette guerre puisse s'arrêter et ça dépend de 3 personnes clés, Vladimir Poutine, aujourd'hui Donald Trump et bien entendu l'Europe. Alors, pour certains, Martial, ils estiment que cette rencontre ne portera aucun fruit pour cause, même déjà avant son élection, pardon, même déjà avant son élection, lorsque Donald Trump a rencontré Zelensky en septembre du côté de New York, il a clairement dit dans sa campagne que cette guerre devait cesser et que les États-Unis ne financeraient plus un copec du côté de l'Ukraine. Oui, évidemment, en fait, vous voyez ce discours tenu par Donald Trump est ce qui amène aujourd'hui que ce soit l'Europe en général, la France en particulier, à ne pas manquer l'occasion de comprendre, de vouloir décrypter exactement quel message Donald Trump essayait de faire passer, quand bien même cela semble être clair. Mais il faut dire qu'à un moment donné, la position peut connaître des évolutions. Ce qui s'est produit, l'image que l'on a pu observer là, il faut dire que il y a essentiellement 2 éléments qui se sont joués ou qui se jouent là. D'abord, il y a la volonté de la France de vouloir se remettre de façon diplomatique sur la scène internationale parce que depuis un bout de temps, la France a perdu vraiment en crédibilité. Les derniers événements, le départ des soldats français au niveau du Tchad et du Sénégal également. Donc, c'est un ensemble d'éléments qui, dans le contexte, demandent à ce que la France puisse s'afficher une fois de plus. Et c'est l'un des objectifs visés par Emmanuel Macron. Maintenant, en dehors de cet objectif, il y a l'objectif de la résolution du conflit entre la Russie et l'Ukraine qui se joue également sur ce terrain avec un acteur majeur qui est Donald Trump qui sera là certainement le 20 janvier et qui va non seulement influencer le déroulement de ce conflit ou la fin de ce conflit, mais aussi le dispositif européen de sécurité collective et de défense collective. Donc, c'est un moment important où Emmanuel Macron se retrouve à se positionner en leader de cette Europe. Il ne faut pas manquer que Emmanuel Macron, en jouant du côté
des États-Unis d'Amérique joue également du côté de Poutine. C'est vrai que les deux n'ont pas communiqué récemment, mais il y a un ensemble d'éléments. Il faut dire que la France a été en quelque sorte forcée d'autoriser également les frappes sur les territoires russes avec les missiles Scalp. Mais on a vu se manifester cette autonomie stratégique dont Macron nous parle souvent et cette retenue. Et donc, on constate ce jeu de vouloir se positionner, de vouloir très bien sortir de ce conflit en termes de relations diplomatiques, en termes de victoire diplomatique, en termes de leadership au sein de l'Europe. Et donc, c'est tout cela qui se joue là maintenant pour ce qui est des effets concrets. Moi, je pense qu'il faut attendre encore pour observer cela. Attendre pour observer cela. Là, nous nous rendons du côté de la Syrie. 13 ans après le démarrage de sa révolution, Bachar el-Assad renversé. Démarré le 11 mars 2011, la révolution syrienne a poussé un ouf de soulagement le 8 décembre 2024. Une révolution, dites-vous. Mais je ne sais pas si on a la même perception. Elle a démarré quand même, elle a connu un moment d'arrêt, et puis baf, l'apogée c'était le 8 décembre. Je sais que le printemps arabe, c'était surtout un mouvement populaire et pas du tout un mouvement. Ils ont dit que chez eux, c'était pas un printemps, que c'était une révolution. Alors, pour moi, une révolution reste une révolution. Je ne dirais pas que la révolution de 1789 était une révolution. Serait une révolution si c'était des djihadistes qui avaient pris le palais des Bourbons. Et je ne dirais pas aussi autant si le printemps arabe a été une réussite, si c'était des djihadistes qui avaient pris le pouvoir. Ici, je pense qu'on fait un amalgame en épousant peut-être les médias mainstream par rapport à leurs analyses. Alors, je ne vais pas tirer sur les analyses des uns et des autres, mais je pense ici que c'est une question très sensible. Ce qui se passe en Syrie, c'est une question qui devrait nous interroger par rapport à l'avenir de cet État et surtout de sa population. Pourquoi je le dis? Bachar al-Assad, on ne va pas lui jeter des fleurs de laurier. C'était un dictateur, c'était un dirigeant sanguinaire qui a régné sans partage en exilant des millions de Syriens et en tuant près de 2 millions de Syriens en moins de 2 décennies. C'est quand même énorme quand on regarde ce bilan très sombre de l'homme, de l'ancien homme fort désormais de Damas. Mais dans le fond des choses aussi, ceux qui viennent de prendre le pouvoir, on ne va pas dire qu'ils seront meilleurs. On ne dira pas non plus que leur priorité sera de rétablir la justice sociale. On ne va pas tout de suite parler d'eux. Je vais revenir tout à l'heure vers vous pour parler d'eux. Je me retourne vers Martial pour dire que tout allait tellement si vite que est-ce que le 27 novembre déjà, les signaux se faisaient déjà annoncer? Est-ce que le 27 novembre, on s'attendait déjà à ce que le groupe de HTS puisse aussi rapidement s'emparer de la métropole Damas? Bien, moi je dirais que cela a été une surprise. Non seulement le déclenchement de cette opération éclair et également la manière dont la progression s'est faite. Mais quand on se retient un moment et on essaie de voir le contexte, on se dit que cela est très bien propice et la progression très rapide de cette rébellion s'explique aussi facilement et aisément. Premier élément, qu'est-ce qu'il faut dire? Le Moyen-Orient a l'attention braquée sur ce qui se déroule entre Israël et le Hamas. Non seulement cela, les divisions se font observer au niveau du Liban. En dehors de cela, quel élément encore? La Russie, soutien du régime de Bachar al-Assad, se retrouve impliqué dans un conflit qui prend davantage d'ampleur parce que les autorisations ont été données à l'Ukraine d'utiliser des armes plus conséquentes et la Russie devrait réagir tout en sachant que la Russie bénéficiait déjà de l'aide militaire de la Corée du Nord. Et en dehors de cela, il faut voir également cette incapacité de Bachar al-Assad à vraiment
être à la tête d'une armée. Oui, mais est-ce qu'il ne s'est pas, forte. est-ce qu'il s'est pas reposé sur ses lauriers pour lui, le fait d'avoir le soutien de l'Iran et de Moscou? Est-ce qu'il ne s'est pas reposé, comme je l'ai dit? Justement, je pense à cela. Parce que il s'est, à un moment donné, il s'est dit que sa question a été oubliée. Donc, pourquoi encore vouloir vraiment assurer sa sécurité? Parce que je pense qu'il a fait l'erreur de croire au statu quo, au fait qu'il n'y a plus vraiment ce mouvement tel que l'on a observé dans des années passées, de cette révolution, cette force de pouvoir dégager son régime. Et donc, il s'est reposé effectivement sur ses lauriers et cela l'a évidemment surpris. En plus du contexte que nous présentons, cela ne l'a pas permis de résister automatiquement face à l'agression, face à l'attaque, d'autant plus que les soldats ne sont pas motivés à combattre. Et ça, c'est quelque chose d'assez important qu'il faut noter dans le cadre de la survie d'un régime surtout répressif qui ne comprend que l'usage de la force et qui doit entretenir cette force. Et une fois que la force n'est pas entretenu et donc le régime peut tomber à tout moment. Il suffit que la motivation nécessaire venant du camp adverse soit assez importante pour défaire entièrement ce qui est fait par ce régime et c'est ce que nous avons constaté du niveau de Bachar al-Assad. Alors, Hamzat, c'est vous l'expert en relations internationales. Ma question, c'est une question à deux volets. Qu'est-ce qui peut justifier à ce stade le fait que Moscou ait décidé comme ça de lâcher Assad, quand on se rappelle quand même que c'est grâce quand même à Moscou et à Téhéran qu'il a pu se maintenir au pouvoir jusqu'au 8 décembre. Et ensuite, celui qui arrive, le chef rebelle HTC, il a été soutenu par la Turquie. Et c'est un homme aux multiples visages, c'est-à-dire quelqu'un qui a d'abord cohabité avec l'État islamique, avec Al-Qaïda, jusqu'à décider de se défaire d'eux et d'être lui-même entre griffes aujourd'hui. Alors, à quoi devrons-nous nous attendre venant de celui-là? Alors, déjà, avant de répondre à vos deux questions, je suis toujours dans l'optique de croire qu'on n'est pas face à une révolution. Et c'est là où est le danger de ce renversement. Alors, vous voulez interdire aux Syriens même de parler de révolution parce que c'est eux-mêmes qui parlent de révolution. Ils ne parlent pas de printemps. Ils ont refusé le mot printemps syrien. Ils ont dit que c'est une révolution. Ils ont martelé, ils insistent dessus. Les Afghans l'ont dit il y a quelques années et aujourd'hui, nous savons très bien où est-ce qu'ils en sont. Les Irakiens aussi, on sait comment ça s'est passé et on sait très bien comment ça se passe aujourd'hui. Donc, ne nous leurrons pas par rapport aux réalités sur place en faisant des jeux de mots. Il n'est pas question de jeux de mots ici parce que justement ce qui se passe en Syrie, c'est quelque chose qui est assez grave et sensible. Voir à la tête d'un État un ancien terroriste, alors vous l'avez bien... caricaturé. Exactement, un ancien terroriste ou un ancien d'Al-Qaïda ou d'Aqmi. Mais qui semble recevoir un petit soutien parce qu'il y a l'Union européenne qui s'est dit déjà prêt à travailler pour... donc oui, continuer. Qui est donc désormais devenu fréquentable. Fréquentable subitement. Comme par hasard. Comme par hasard. Ça devrait nous inquiéter aussi. Moi, j'ai suivi de bout en bout son allocution hier dans une mosquée. La plus grande mosquée de Damas. Exactement, une mosquée ottomane d'ailleurs, c'est un symbole d'ailleurs. Une première intervention dans une mosquée, soyez sûr qu'il ne s'agira pas de l'état démocratique de la Syrie. On ne sera pas dans un cas de figure d'un État démocratique de la Syrie qui va mettre en place le retour de la justice sociale qu'attendent les millions de Syriens qui sont allés en exil, qu'attendent les millions de Syriens qui, à l'intérieur, ont souffert le martyre durant tout le règne des Alaouites. Et je pense que c'est ça le véritable danger auquel feront face les Syriens dans les prochaines semaines. C'est très bien que les Occidentaux, les hommes politiques soient très optimistes, soient très contents du départ de Bachar al-Assad, parce que Bachar al-Assad, c'était une catastrophe en matière de gestion de son État, en matière de la gestion de la population syrienne. C'était une catastrophe au sens propre du terme. Donc son départ, bien entendu, c'est bénéfique ou c'est souhaitable.
Mais je vais dire, ce changement à la tête de l'État bénéficie à trois États. D'abord, la Turquie, vous l'avez bien fait de l'évoquer. Vous savez, dans ce jeu géopolitique et géostratégique au sein du Proche et Moyen-Orient, on ne fait absolument rien pour rien. Les Turcs ont leur intérêt à travers le combat permanent des Kurdes. Exactement. Donc, voir à la tête un nouveau régime va leur permettre de réfléchir mieux sur leurs problèmes et de s'en occuper personnellement. La deuxième personne, sinon le deuxième État que cette situation arrange, c'est les États-Unis. Et ne croyez pas du tout Trump quand il dit que ce n'est pas les problèmes des États-Unis ce qui se passe en Syrie. Les États-Unis ne sont pas concernés. Exactement. Ce n'est que de la rhétorique politique trumpienne. Et moi, je suis surtout sur cette question. Les intérêts des Américains ici, il s'agit des hydrocarbures, il s'agit du pétrole syrien. Et je pense que un changement à la tête de l'État va leur permettre de renégocier certains puits qu'ils ont perdus et de bénéficier de l'exploitation de ces terres noires. Et le troisième État, c'est Israël. Parce qu'on sait très bien qu'Israël est ancré dans une multitude de crises au sein du Proche et Moyen-Orient, contre le Hezbollah, contre l'Iran, contre le Hamas et parfois même contre l'Arabie Saoudite, même si c'est beaucoup plus déguisé maintenant. Donc je pense que avoir à la tête de la Syrie Mohamed Al-Julayni, ça va permettre à Israël tout de même d'arrêter ou de mettre fin à ce pont qui permettait la transmission des armes entre Damas et le Hezbollah. Et ça, c'est une victoire significative d'Israël par rapport à son enjeu, par rapport à son objectif clé qui est de s'agrandir et de mettre fin justement à la propension ou l'expansion du Hezbollah et même de l'Iran. La deuxième chose, et je répondrai à votre question donc, moi, je pense que symboliquement, la chute de Bachar al-Assad, c'est un message clé. Cela voudrait dire une chose importante, c'est que vos alliés peuvent du jour au lendemain vous abandonner au nom de leurs intérêts. Et j'adresse ce message aux militaires qui occupent la tête du pouvoir dans certains États subsahariens au nom d'une souveraineté débridée. Vos partenaires d'aujourd'hui, si vous ne les sécurisez pas, si vous ne les maintenez pas, et si vous ne faites surtout pas confiance à votre population, eh bien, ils peuvent vous lâcher, ces partenaires. Et ce qui peut arriver en Syrie, qui sait? Arriver partout. Alors, pour finir, dernière question, qu'est-ce qui va changer très rapidement, monsieur l'analyste géopolitique, dans cette partie du monde? Dans cette partie du monde, qu'est-ce qui va changer concrètement? Ce que nous voyons, c'est le leadership qui change déjà et tout ce qui va arriver par la suite va dépendre de la capacité du nouveau leader à vouloir entretenir des relations avec les autres États de la région. Et concrètement, je ne vois pas la raison de se réjouir du départ de Bachar al-Assad parce qu'il y a bien de risques. Il y a bien de risques que le régime, ce qui va s'installer par la suite, puisse être aussi dangereux et menaçant pour ce qui est de la paix, de la sécurité dans cette partie du monde. Ce qui est sûr, c'est que certains États ont profité de cette débâcle. Et en premier lieu, moi je mettrais en premier lieu Israël, qui ne va pas manquer l'occasion d'infiltrer suffisamment ce nouveau régime en place, toujours dans sa quête de sécurité. Et puis nous allons voir, les cartes seront rebattues dans la région, les relations maintenant avec Moscou, de la Syrie avec Moscou, avec l'Iran, justement avec l'Europe, tout ça va se retrouver complètement reconfiguré dès que ces États feront face à la nouvelle réalité, c'est-à-dire le leadership, la manière de diriger des nouveaux acteurs que l'on est en train de voir venir. Voilà, chers amis internautes. En 2 secondes, ajouter une chose. Je pense que l'avenir de la Syrie peut se jouer à partir de ce qui s'est déjà fait en Afghanistan. Ce sera
véritablement un bis repetita de l'histoire? J'en suis convaincu parce que les éléments auxquels on fait face aujourd'hui montrent clairement qu'Al-Joulaini va retourner son turban un jour et mettre de côté et les Américains et les Turcs et pourquoi pas les Israéliens pour asseoir sa domination sur les Syriens. Parce qu'il s'agit d'un terroriste, il ne faut pas l'oublier, et un islamiste, vous savez très bien, la tête d'un État, c'est toujours la force et l'autorité pour diriger qui font lieu de loi. Voilà, chers amis internautes, chers téléspectateurs de la télévision, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Le Monde en 52 minutes de ce lundi. Nous sommes allés au Congo démocratique, nous avons parlé de la rencontre Katumbi-Faloulou concernant la révision de la Constitution. Nous sommes allés en France pour parler également de la réouverture de Notre-Dame et surtout de la rencontre Zelensky et Trump. Et nous avons terminé par la Syrie où fini par finir. Bachar al-Assad a été renversé par le groupe HTS. Voilà, merci de toujours nous préférer pour décrypter l'actualité internationale. Retrouvons-nous le lundi prochain pour d'autres actualités. Ça se passe tous les lundis après-midi sur Eusaïe Télévision, la meilleure des web télé.